Le groupe des héros vient de réussir à sceller le seigneur démon, mais bien que cela soit une victoire monumentale, tant qu'ils ne pourront pas le vaincre définitivement, le monde restera sous la menace d'une destruction. Tous se sentent coupables de ne pas avoir accompli leur mission, mais leur chef les rassure en affirmant qu'il y a encore de l'espoir. Il est certain qu'un jour, dans le futur, un nouveau héros apparaîtra pour poursuivre leur héritage et éliminer le seigneur démon une bonne fois pour toutes. Des années plus tard, l'équipe de rang A, Thunder Pike, est en plein raid dans un donjon public. Alors que les deux combattants de mêlée attaquent, les utilisateurs de magie commencent à lancer leurs sorts. Grâce au renforcement du soutien de l'équipe, Yuka, ils parviennent à vaincre une hydre en un temps record. Individuellement, les membres de Thunder Pike sont déjà très puissants, mais ensemble, ils sont presque imbattables, ce qui explique en partie leur popularité et le nombre de leurs admirateurs. Cependant, bien qu'ils semblent être une équipe parfaite en apparence, la réalité est tout autre. Ils ne s'entendent pas aussi bien qu'on pourrait le croire. En fait, après la fin de leur diffusion en direct, Yuka, le mage rouge, annonce à l'équipe qu'il quitte Thunder Pike avec effet immédiat. Le chef du groupe, Simon, lui demande pourquoi il veut partir. Yuka explique alors qu'il ne reçoit pas une part équitable de l'argent des récompenses. L'argent qu'il a gagné aujourd'hui est si peu qu'il risque de devoir contracter des prêts sur salaire, une situation qu'il ne souhaite absolument pas vivre. Simon tente de justifier la faible rémunération de Yuka en affirmant qu'il ne contribue pas suffisamment à l'équipe, et Barry ajoute que Yuka n'a jamais participé directement au combat. Tout ce qu'il fait, c'est épuiser la durabilité de leurs objets avec ses enchantements inutiles. Yuka n'en revient pas que Barry qualifie ses enchantements d'inutiles, mais Barry n'est pas le seul à penser cela. Le seul qui considère réellement Yuka comme utile est Jamie, mais uniquement parce qu'il est doué pour configurer leur diffusion en direct. Camilla lui dit que s'il veut être mieux payé, il doit être plus actif en tant que membre de l'équipe. Mais Yuka pense qu'elle n'a pas le droit de dire cela, étant donné qu'elle est essentiellement une soigneuse et que c'est lui qui la protège constamment pendant les combats. Le fait qu'il ne reconnaisse pas la valeur de son travail est précisément la raison pour laquelle il veut quitter le groupe. Mais Simon lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir se débrouiller seul s'il part. Simon lui rappelle que la seule raison pour laquelle Yuka est même classé au rang B, c'est parce qu'ils sont amis d'enfance et qu'il lui a fait une faveur en le laissant rejoindre Thunder Pike. Selon Simon, même s'ils quittent l'équipe, ils s'en sortiront très bien sans lui. Puisqu'il est clair qu'il ne pense pas que Yuka mérite d'être bien payé, il n'a aucune intention de rester. Yuka estime qu'il a gâché les 5 dernières années de sa vie à soutenir cette équipe. Il n'aurait jamais pu arriver aussi loin sans son aide, mais les autres continuent à penser qu'il ne sert à rien. Donc, ils ne ressentiront pas son absence. Maintenant que Yuka a officiellement quitté Thunder Pike, il se rend à la réception de la guilde pour demander s'il y a du travail disponible. La réceptionniste est surprise de voir un aventurier célèbre comme lui chercher une mission. Alors elle lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Thunder Pike. Yuka lui explique qu'il a quitté l'équipe. La réceptionniste ne semble pas très étonnée, car ce genre de situation arrive souvent. Elle lui tend un formulaire à remplir pour pouvoir lui attribuer une nouvelle équipe. Une fois qu'il a rempli le formulaire, il le remet à la réceptionniste. Mais juste à ce moment-là, une jeune fille accourt vers lui et le prend dans ses bras. La jeune fille s'appelle Marina. Elle était l'une des élèves de Yuka il y a 6 mois, lorsqu'il enseignait des cours préliminaires pour aventuriers. Yuka est content de voir qu'elle va bien. Curieuse, Marina lui demande pourquoi il est là. Il lui explique qu'il cherche une nouvelle équipe, ayant récemment quitté Thunder Pike. Marina ne le laisse même pas finir sa phrase. Si Yuka cherche une nouvelle équipe, elle serait ravie que son cher professeur rejoigne la sienne. Yuka accepte sa proposition. Quelques minutes plus tard, il est assis avec Marina et le reste des membres de son équipe pour discuter de son intégration. Stoke adore l'idée que Yuka rejoigne leur équipe, mais elle est étonnée qu'un aventurier expérimenté comme lui veuille intégrer une équipe de rang D. Yuka est actuellement classé au rang B,
donc il pourrait probablement rejoindre une équipe beaucoup plus prestigieuse. Cependant, cela ne le dérange pas de faire partie d'une équipe de rang D. Et pour être honnête, il préfère même cette situation. Quand il était encore dans Thunder Pike, ils acceptaient toujours des missions de haut niveau, ce qui obligeait Yuka à acheter une quantité énorme d'objets magiques pour se préparer, le laissant constamment endetté. C'est pourquoi il souhaite maintenant prendre les choses avec plus de légèreté et se concentrer sur des quêtes de bas niveau pendant un certain temps. Puisque Marina, Silk et Regen sont tous d'accord avec cette approche, Yuka rejoint officiellement leur équipe. Leur première mission ensemble consiste à collecter du minerai de fer magique dans le donjon de Pinto Mine ***. Cela fait longtemps que Yuka n'a pas ressenti autant d'excitation pour une mission, et cela lui rappelle de nombreux souvenirs de ses débuts en tant qu'aventurier. Yuka se souvient que ce donjon contient de nombreuses veines de minerai magique aux 6 étages. Silk confirme, mais précise qu'ils espéraient éviter de combattre le boss du 5 étage. Yuka leur propose alors de commencer par explorer le four et étage. En entrant dans le donjon, Marina prend les devants et utilise un bâton pour vérifier la présence de pièges. Yuka est très fière, car elle applique exactement ce qu'il lui a enseigné. Cependant, il lui demande de lui laisser la tête de l'expédition pour l'instant, car il a une méthode plus efficace. Marina ne comprend pas ce qu'il veut dire, étant donné que leur équipe n'a ni éclaireur ni voleur pour détecter les pièges. Mais Yuka, lui, possède un objet magique qui peut se révéler très utile dans cette situation. Il s'agit d'une lampe de détection qui, grâce à un type d'huile spéciale, éclaire les pièges et les rend visibles, comme le ferait un éclaireur. La lampe est effectivement très utile, mais Silk se demande si c'est une bonne idée que Yuka l'utilise, car l'huile spéciale semble très coûteuse. Yuka lui explique que, oui, elle est normalement chère, mais il l'a fabriquée lui-même grâce à son alchimie, ce qui ne lui a presque rien coûté. Le groupe continue de progresser dans le couloir tout en évitant soigneusement les pièges, jusqu'à ce que Yuka leur demande de s'arrêter. Il sent quelque chose d'anormal devant eux. Il avertit les autres qu'ils devraient se préparer à un combat. Ensemble, ils se précipitent et se retrouvent face à un groupe de Boggle. Silk décide de prendre l'initiative et tire le premier coup, abattant l'un des Boggle, tandis que Marina s'élance pour écraser les autres avec son marteau. Pendant qu'elle attaque, Yuka lance des enchantements physiques superposés sur elle pour améliorer ses capacités de combat. Tout en affaiblissant les Boggle avec un sort de débuff profitant de leur désorientation, Marina attaque, et d'un mouvement fluide, elle parvient à couper 2 Boggle en 2. Même elle est surprise par sa propre performance. Elle se retourne pour demander à Yuka si cette sensation qu'elle vient de vivre est due à sa magie. Yuka confirme qu'il a utilisé 3 types d'enchantements sur elle pour l'aider dans son combat. Rain n'en revient pas que Yuka ait pu lancer 3 enchantements en même temps et sans incantation, en plus. Mais Yuka ne trouve pas cela si impressionnant et leur suggère simplement de continuer leur route. En avançant dans la mine, il demande aux filles comment elles gèrent leurs explorations habituelles de donjons. Marina, fièrement, explique qu'elles prennent toujours une pause après chaque étage et vérifient leur équipement, exactement comme il leur a appris à le faire. Étant donné cela, Yuka propose qu'ils se reposent un peu avant de continuer. Après leur pause, Marina et les autres vérifient tous leurs équipements pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts. Tout semble en bon état, alors ils se préparent à poursuivre leur mission et descendent à l'étage suivant. Au 2e étage du donjon, le groupe est soudainement pris en embuscade par un groupe de mineurs morts-vivants. La seule façon de les éliminer est que Rain utilise la magie sacrée, ce qui nécessite que tout le monde la protège pendant qu'elle récite son incantation. Marina et Silk prévoient de prendre en charge la défense, mais Yuka leur dit qu'il s'en occupe. Il lance une bénédiction de lumière sur tout le groupe. Bien que ce sort ne puisse pas éliminer les mineurs morts-vivants, il les empêche de s'approcher davantage, constituant ainsi une excellente mesure défensive. Finalement, Rain termine son sort de lumière sacrée et l'utilise pour éradiquer les morts-vivants. Une fois en sécurité,
Marina commence à féliciter Rain pour son excellent travail. Yuka la félicite également, soulignant qu'il y a peu de personnes capables d'utiliser la magie de lumière à une échelle aussi grande. Cependant, il remarque que cela a probablement consommé une grande partie de son mana. Alors, il lance un sort de recharge de mana pour l'aider à se rétablir. Tout le monde est stupéfait que Yuka puisse utiliser recharge de mana, car c'est une compétence extrêmement rare. Le sort de recharge de mana restaure complètement le mana de la personne sur laquelle il est lancé. Et le simple fait de posséder cette compétence rendrait Yuka extrêmement précieux pour n'importe quel groupe d'aventuriers. Cependant, Yuka pense que c'est un peu exagéré. Il explique qu'il a appris ce sort uniquement pour compenser le fait d'avoir un rôle peu commun, comme celui de mage rouge. Cela dit, apprendre cette compétence a été vraiment difficile pour lui. Le groupe continue ensuite son chemin, et en avançant, Yuka commence à verser un liquide sur le sol. Silk, intrigué, lui demande ce qu'il fait. Yuka lui explique qu'il verse de l'eau bénite sur leurs empreintes afin d'empêcher les monstres morts-vivants de les suivre. Inquiète, Silk lui demande si c'est vraiment une bonne idée de gaspiller de l'eau bénite, car elle coûte cher. Mais Yuka la rassure en lui disant que tout va bien, car, encore une fois, il l'a fabriquée lui-même. Le groupe est choqué d'apprendre que Yuka peut créer de l'eau bénite, même s'il n'est pas prêtre. Mais il a une méthode spéciale pour cela. En purifiant les cendres laissées par les morts vivants après leur défaite, Yuka peut les transformer en eau bénite. D'ailleurs, les cendres récupérées des mineurs morts vivants suffiront largement à compenser la quantité d'eau bénite qu'il utilise actuellement. Quand ils atteignent enfin le 3e étage, Yuka propose qu'ils fassent une autre pause, puisqu'ils vont commencer l'extraction de minerais à partir de cet étage. Comme ils n'ont pas mangé depuis un moment, Yuka sort des ustensiles de cuisine de son sac magique et annonce qu'il va leur préparer un repas. Les sacs magiques ne sont pas très rares, mais c'est la première fois que Rain en voit un en personne. Elle est donc très excitée et s'approche pour voir comment il fonctionne. Yuka met quelques saucisses et des œufs dans une poêle, et pendant que cela cuit, il sort un pot spécial. Les filles le regardent taper sur le côté du pot, qui se remplit instantanément. Yuka leur explique qu'il s'agit d'un artefact rare qu'il a trouvé dans les ruines d'un palais royal. Ce pot magique se remplit d'une soupe aléatoire à chaque utilisation, ce qui le rend très pratique à avoir lors de leurs aventures. Les filles sont extrêmement reconnaissantes envers Yuka, car c'est la première fois qu'elles mangent un repas aussi délicieux en plein milieu d'une mission dans un donjon. Cependant, Silk remarque quelque chose d'étrange. De la mana semble émaner des plats. Elle demande à Yuka ce qu'il en est. Mais il répond qu'il n'y a rien de spécial dans la nourriture, à part le fait qu'il l'a préparée avec beaucoup d'amour. 6 compétences en alchimie ont peut-être accidentellement enchanté les aliments, mais cela ne devrait poser aucun problème. Le groupe finit par atteindre le 4e étage du donjon, où ils se retrouvent face à un lézard de roche. Alors que le monstre se précipite sur eux, Yuka lance un sort de ralentissement, immobilisant presque complètement la créature. Marina, voyant une opportunité, se précipite pour attaquer. Habituellement, elle éviterait de prendre un tel risque, mais grâce aux enchantements de Yuka qui ont renforcé sa force et son endurance, elle décide d'utiliser son épée magique. Avec cette technique, elle parvient à trancher la tête du lézard de roche en un seul coup, un exploit qui la surprend elle-même. Après la bataille, Marina est totalement épuisée, car les 6 épées magiques utilisent une grande quantité de mana, mais Yuka l'encourage à l'utiliser autant que possible, car avec le temps, son corps s'habituera à l'effort. Pour l'aider à récupérer, il lance rafraîchissement de mana. Il y a beaucoup de minerais magiques ici, donc Yuka commence à miner avec les filles. Après un certain temps, elles réussissent à récolter une tonne de minerais magiques. Yuka leur demande si cela suffit pour remplir les conditions de leur quête, mais Silk répond qu'elles ont encore besoin d'un peu plus. Malheureusement, il n'y a plus de minerais magiques à cet étage, et leur seule option maintenant est de vaincre le boss du 5e étage, le crabe en acier broyeur de Nava,
et de descendre au 6e étage pour récolter les minerais restants. Les filles n'aiment pas l'idée, car elles ne sont pas sûres de pouvoir survivre à un monstre aussi redoutable. Cependant, Yuka leur dit de ne pas s'inquiéter, car il fera de son mieux pour gérer ce boss seul. Un peu plus tard, ils arrivent devant la salle du boss. Avant d'entrer, Yuka sort un artefact en forme de caméra. Shane reconnaît l'artefact et demande à Yuka s'il prévoit de diffuser en direct son combat. Mais Yuka avait en réalité l'intention de simplement enregistrer. Il enregistre toujours ses combats pour pouvoir étudier ses erreurs plus tard, si de toute façon il va enregistrer. Marina lui demande de le faire en direct, car elle pense que ce sera vraiment amusant. Yuka accepte volontiers de diffuser en direct son combat, mais pendant qu'il prépare la diffusion, il se rend compte qu'il ne connaît même pas le nom de leur groupe. Il leur pose la question et Silk lui répond qu'ils n'ont pas encore choisi de nom de groupe et qu'ils ne sont même pas officiellement enregistrés. Dans ce cas, Yuka leur demande s'ils ont des idées pour un nom d'équipe. Marina réfléchit un instant et propose le nom Clover, en particulier un trèfle à 4 feuilles pour représenter leurs 4 membres. Tout le monde aime le nom, et à partir de ce moment-là, leur groupe sera connu sous le nom de Clover. Juste à ce moment-là, Yuka réalise que ce sera le tout premier live stream du groupe, et il se sent mal d'être celui qui occupe toute l'attention. Alors, il demande aux autres s'ils veulent l'aider à combattre le boss, mais ils lui disent tous que c'est bien à lui de gérer cela seul. Yuka, ne comptant pas retenir ses pouvoirs, se lance dans le combat en lançant des sorts de Great Blink Shadow et de Protector Shield pour se renforcer avant de pénétrer dans la salle du boss. Dès qu'il entre, le Steel Crab s'éveille et tente immédiatement de l'attaquer. Grâce à ses buffs de vitesse, Yuka esquive l'attaque et se place hors de portée du crabe. Il commence alors à lancer une série de sorts de debuff pour affaiblir l'ennemi. Une fois que le crabe est suffisamment affaibli, Yuka utilise un sort de gravité pour l'écraser contre le sol. En à peine 1 minute, le Steel Crab est vaincu et Yuka est satisfait de sa performance. Il termine ensuite la diffusion en direct. Marina se précipite pour lui faire un câlin, le félicitant pour sa prestation incroyable, mais elle le serre un peu trop fort, ce qui fait que les autres lui demandent de le lâcher avant qu'il ne se retrouve en fauteuil roulant. Une fois qu'il s'assure que son dos va bien, Yuka leur propose de ramener le corps du crabe au guilde pour vendre les parties. Il utilise son Magic Bag pour y stocker tout le crabe, un énorme avantage, car il n'aurait jamais pu le transporter autrement. Jusqu'ici, Yuka a été indispensable pour leur équipe, mais Silk trouve injuste qu'ils dépendent constamment de lui pour tout. Yuka leur propose donc qu'à la prochaine bataille contre un boss, tout le monde participe pour acquérir de l'expérience. Les filles sont enthousiastes à l'idée, mais avant cela, elles ouvrent le coffre au trésor qu'elles ont obtenu pour avoir vaincu le boss de l'étage. À l'intérieur, elles trouvent une tonne de minerais magiques, ce qui signifie qu'elles n'auront plus besoin de miner après tout. Après cela, Yuk et son groupe retournent en ville en carrosse. Il agit poliment et demande aux filles comment elles évaluent leurs nouveaux membres du groupe sur une échelle de 1 à 10. Toutes les filles sont vraiment impressionnées par ses compétences globales dans le donjon. Mais Yuk pense qu'elle se sentirait mal à l'aise de voir quelqu'un de plus âgé qu'elle devenir soudainement membre du groupe. Les filles lui répondent que ce n'est pas du tout le CA, et soudainement, Silk a une idée brillante. Elle dit à Yuk qu'il devrait devenir le leader du groupe parce qu'il est le plus expérimenté et le plus puissant d'entre eux. Yuk est déconcerté, car il ne pense pas qu'il soit juste qu'un nouveau venu devienne le leader. Mais les autres filles sont d'accord, disant que leur groupe a été officiellement formé lorsqu'elles ont décidé de l'appeler Clover, et cela fait de Yuk un membre fondateur. Lorsque les filles continuent de le pousser, Yuk finit par céder et accepte de devenir le leader du groupe pour pouvoir garder tout le monde en sécurité. D'autre part, son ancien groupe, Thunder Pike, a du mal dans le donjon. Ils ont trouvé un archer pour remplacer Yuk, mais il ne peut pas les soutenir comme Yuk le faisait. Ils luttent contre une meute de loups monstres, et même le nouveau venu leur lance des reproches, leur demandant pourquoi diable ils sont venus dans un donjon de haut niveau s'ils sont si faibles. Soudainement, la sorcière se fait mordre par un loup
Et bien que le leader du groupe parvienne à la libérer, la prêtresse n'a pas assez de mana pour la soigner. Le groupe décide de se retirer immédiatement. Et tandis que la sorcière gît en saignant, la prêtresse attend toujours que son mana se recharge. Ils n'ont pas de potion de mana, ni même de potion de soin, car cela faisait partie de la responsabilité de Yuke, et personne n'a pensé à en prendre après son départ. Le nouveau venu a une potion de soin, mais il ne la donne pas aussi facilement, car il s'attendait à ce qu'un groupe de rang A ait une meilleure gestion. Pendant ce temps, Yuke et son groupe célèbrent le succès de leur première mission. Alors qu'ils boivent, Yuke leur dit que la récompense de la quête n'était rien de spécial, mais qu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant le cadavre du crabe en acier. Il demande aux filles comment elles divisent l'argent parmi elles, et Silk lui répond qu'elles mettent tout dans le fond du groupe et utilisent un système d'allocation pour acheter les choses nécessaires. Elle explique qu'elles économisent de l'argent pour acheter leur propre maison un jour, et Yuke aime l'idée. En même temps, son ancien groupe se trouve à la même auberge, et ils se plaignent et râlent de leur échec de la journée. Ils rejettent toute la faute sur le nouveau venu, disant qu'il aurait dû être mieux préparé pour les aider. L'archer s'énerve qu'il le traite comme un garçon de course et dit qu'il n'a jamais imaginé qu'un groupe de rang A serait composé de pleurnichards incapables de se débrouiller seuls. Il leur dit qu'ils quittent immédiatement leur groupe et Yuke se retourne juste à temps pour voir cela. Il ne veut pas accorder d'attention à son ancien groupe, alors il dit aux filles qu'après chaque quête réussie, elles prendront 2 jours pour se reposer et se remettre. Il ajoute qu'il va stocker les objets utiles pendant ce temps et qu'elles pourront partir pour une autre mission le 3e jour. Soudain, l'auberge commence à diffuser en direct la vidéo de Yuke battant le crabe en acier qui est devenue virale en l'espace de quelques heures. Tout le monde s'intéresse à Yuke et à son groupe parce qu'il a vaincu un monstre boss avec uniquement des sorts de debuff. Cependant, cela agace les membres de son ancien groupe qui pensent que Yuke joue les opportunistes pour améliorer son ratio de victoire-défaite. Il s'avère qu'ils ne sont pas les seuls à être jaloux de Yuke, car un noble gros et laid le maudit aussi de loin. Quoi qu'il en soit, 3 jours plus tard, Yuke se rend à la guilde pour choisir une quête suffisamment facile pour les filles, mais qui offre également une bonne récompense. La réceptionniste lui suggère une quête pour obtenir des pierres magiques près d'une cascade. Elle dit qu'il devrait s'agir d'une quête de rang D, mais que des monstres étranges rôdent récemment dans la région, ce qui a rendu la quête plus difficile. Alors que Yuke est en train de réfléchir à la situation, les filles arrivent en courant et acceptent la quête sans même poser de questions. Ce n'est qu'après que la réceptionniste parte pour enregistrer la quête que Yuke a enfin l'occasion d'expliquer qu'elle pourrait être amenée à affronter un monstre pendant la quête. Les filles décident tout de même de prendre la quête pour gagner plus de points et d'argent. Yuke leur dit de se préparer et de le rejoindre dans 30 minutes. Puis, la réceptionniste revient avec le reçu de la quête. Elle lui dit de diffuser en direct 16 combats pendant la quête, car il est devenu une petite célébrité après son dernier live stream. Il quitte la guilde avec le reçu et sent immédiatement quelqu'un le suivre. Il mène l'individu dans une ruelle sombre et il s'avère que c'est le noble laid et jaloux. Yuke lui demande s'il a des affaires avec lui, et le noble sort son épée, lui disant de quitter Clover immédiatement. Yuke utilise discrètement un sort de piège et demande au gros si c'est sérieux de dire au leader du groupe de partir. Le gros lui répond qu'il a trouvé les filles en premier et qu'il va rejoindre leur groupe pour devenir leur sugar daddy. Mais Yuke pense que c'est juste un junkie qui a trop consommé de champignons magiques aujourd'hui. Il refuse de quitter le groupe et s'éloigne. Lorsque le noble essaie de l'attaquer, il trébuche sur le sort de piège et se cogne la tête, perdant connaissance. Une fois que Yuke rejoint les filles pour partir en quête, elle lui explique que le gros en cellule était venu les voir il y a quelques jours et leur avait proposé de rejoindre leur groupe comme s'il leur rendait service. Cependant, ses compétences étaient moyennes et elles avaient décidé de l'ignorer puisqu'il ne prenait pas « non » pour une réponse. Yuke pense aussi que ce type doit être vraiment stupide s'il peut dégainer son épée aussi facilement dans les rues, et il décide de le signaler à la guilde une fois qu'ils seront de retour. Après cela,
Yook aborde le sujet de leur quête et dit que bien que la quête soit vraiment simple, elle pourrait devoir affronter un monstre de type bête sauvage. Les filles lui répondent qu'elles étaient dans la région, il y a environ 2 mois, mais qu'elles n'avaient affronté aucun monstre à ce moment-là et qu'il n'y avait même pas d'animaux ordinaires non plus. La deuxième partie inquiète Yook et il leur explique que la seule raison pour laquelle tous les animaux fuient la forêt, c'est à cause d'un monstre puissant. Il leur dit que ce monstre était également présent dans la forêt cette fois-là, mais qu'ils ont eu la chance de ne pas le rencontrer. Il ajoute que dès qu'ils atteindront la forêt, il commencera à tout enregistrer. Et s'il rencontre le monstre, il diffusera en direct. Ce serait le meilleur scénario s'ils gagnent. Mais s'ils perdent et doivent fuir, il veut que la vidéo soit en direct afin que la guilde puisse les voir et envoyer de l'aide à temps. Ils atteignent bientôt la forêt et Yook commence à enregistrer pendant qu'ils avancent. Il marche à l'arrière du groupe car les bêtes sauvages attaquent toujours un groupe par l'arrière et leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui car il porte une armure spéciale de sorcier qui lui donne des statistiques de défense très élevées. Ils arrivent rapidement près de la cascade, mais Yook sent quelque chose et passe immédiatement en mode diffusion en direct. À peine 1 seconde après, le monstre qui terrorise la forêt apparaît. Et à l'horreur de Yook, c'est un monstre de haut rang appelé Zarnag, qu'on trouve dans les niveaux les plus profonds des donjons de haut rang. Tout le monde panique en entendant cela, et Yook se place devant les filles. Il leur dit qu'ils doivent fuir immédiatement, car ils mourront s'ils affrontent le Zarnag. Il décide de rester en arrière pour l'arrêter jusqu'à ce que les filles atteignent un endroit sûr et que la guilde envoie du renfort. Mais soudain, Marina tire son épée et dit à Yook qu'elle ne le laissera pas derrière. Silk et Rain sont également d'accord avec elle, et elles commencent à utiliser leur capacité pour ralentir le monstre afin qu'elles puissent le tuer. Yook n'a d'autre choix que de les laisser intervenir, alors il commence par enchanter leur capacité physique. Marina se précipite en avant pour stopper le monstre pendant que Rain incante son sort, mais elle est envoyée valser par une gifle du Zarnag. Yook essaie de stunner le monstre avec de la magie de foudre, puis lui lance plusieurs malus. Mais malgré cela, il semble ne pas ralentir. Yook se rend compte que c'est un monstre spécial et demande à Marina de lui acheter un peu de temps pour qu'il puisse préparer un sort très puissant. Marina commence à combattre le monstre, puis Silk appelle les dryades de la forêt à l'aide et enroule le monstre avec des vignes. Pendant que les 2 filles tentent de retarder le monstre du mieux qu'elles peuvent, Yook termine son incantation pour son sort de niveau 5. Flèche prismatique. Il dit à Marina de se reculer avant de tirer le sort vers le monstre avec une puissance dévastatrice.